Bonjour à tous, je suis ravie de vous voir si nombreux derrière vos écrans de télévision pour suivre Voyage au bout de la nuit et si nombreux aussi derrière vos écrans d'ordinateur puisque vous êtes de plus en plus nombreux à liker nos pages de Voyage au bout de la nuit, nos pages perso, Marie-Lise d'Octobre officielle et c'est toujours un réel plaisir que nous communiquons avec vous. Nous, il est question cette nuit de partir en voyage et de poursuivre un voyage avec le marquis de Sade qui, pendant ses années d'emprisonnement sous la Révolution, donc nous sommes en 1787-88, il a écrit des nouvelles un petit peu sordides, des histoires d'amour, des histoires sulfureuses, des histoires passionnées, mais des passions incestueuses, d'où le titre « Les crimes de l'amour ». Et il en est question avec ce tout nouveau récit intitulé « La comtesse de Sancerre » ou la rivale de sa fille, que je vous propose de reprendre tout de suite. Et nous, on se retrouve à la fin de cette émission. Je vous souhaite un agréable moment en ma compagnie. Mais comment se pouvait-il, hélas, qu'une telle fille eût reçu le jour dans le sein d'une mère aussi cruelle, mais d'un caractère aussi dangereux? Sous une figure encore belle, sous des traits nobles et majestueux, la comtesse de Sancerre cachait une âme jalouse, impérieuse, vindicative et capable en un mot de tous les crimes où peuvent entraîner ses passions. Beaucoup trop célèbre à la cour de Bourgogne, trop de relâchement de ses mœurs par ses galanteries, et il était bien peu de chagrin dont elle n'eût accablé son époux. Ce n'était pas l'envie d'une telle mère qui voyait croître sous ses yeux les charmes de sa fille, et ce n'était pas sans un secret chagrin qu'elle en savait pour Montrevel amoureux. Tout ce qu'elle avait pu faire jusqu'à ce moment-ci était d'imposer silence aux sentiments de cette jeune personne ressentie pour Montrevel. Et malgré les intentions du comte, elle avait toujours engagé sa fille à ne point avouer ce qu'elle éprouvait pour l'époux que lui destinait son père. Il semblait à cette femme étonnante que, brûlant comme elle faisait au fond de son cœur pour l'amant de sa fille, ce fut pour elle une consolation de faire ignorer au moins de cet amant une passion dont elle se trouvait outragée. Mais si elle contraignait les désirs d'Amélie, il s'en fallait bien qu'elle fît la même violence aux siens. Et ses yeux, depuis longtemps, eussent tout appris à Montrevel, et ce jeune guerrier eût voulu les entendre. Et s'il n'eût pas cru qu'un autre amour que celui d'Amélie fût devenu pour lui une offense bien plus tôt qu'un bonheur. Depuis un mois, par ordre de son époux, la comtesse recevait dans son château le jeune Montrevel sans qu'elle eût employé durant cet intervalle un seul instant à autre chose qu'à voiler les sentiments de sa fille et qu'à faire éclater les siens. Mais quoiqu'Amélie se tue, quoiqu'elle se contraignît, Montrevel soupçonnait que les arrangements du comte de Sancerre ne déplaisaient pas à cette belle fille, et il osait croire que ce n'eût pas été sans peine qu'Amélie en eût vu un autre en possession de l'espoir de lui appartenir un jour. Comment est-il, Amélie, disait Montrevel à sa belle maîtresse, dans un de ces courts instants, où il n'était pas obsédé par les regards jaloux de Madame Sancerre, et comment se put-il qu'avec l'assurance d'être un jour l'un à l'autre, on ne vous permette même pas de me dire si ce projet vous contrarie ou si je suis assez heureux pour qu'il ne vous déplaise point. Et quoi? On s'oppose à ce que l'amant qui ne songe qu'à se rendre digne de faire votre bonheur puisse savoir s'il peut vous prétendre? Mais Amélie, se contenant de regarder tendrement Montrevel, soupirait et rejoignait sa mère, dont elle n'ignorait pas qu'elle devait tout craindre si jamais les expressions de son cœur osaient annoncer sur ses lèvres. Tel était l'état des choses
quand un courrier arriva au château de Sancerre et y apprit la mort du comte sous les murs de Beauvais, le jour même de la levée du siège. Lucenay, l'un des chevaliers de ce général, apportait en pleurant cette triste nouvelle à laquelle était jointe une lettre du duc de Bourgogne à la comtesse. Il s'excusait de ce que ses malheurs l'empêchaient de s'étendre sur les consolations qu'il croyait lui devoir, et lui enjoignit expressément de suivre les attentions à son mari par rapport à l'alliance que ce général avait désirée entre sa fille et Montrevel, de presser cet hymen, et 15 jours après, il aurait été consommé de lui renvoyer ce jeune héros ne pouvant, dans la situation de ses affaires, se passer dans son armée d'un aussi brave guerrier que Montrevel. La comtesse, prise de deuil, ne publia point la recommandation de Charles, qu'elle était trop contre ses désirs et pour qu'elle ne dît mot. Elle congédia Lucenay et recommanda plus que jamais à sa fille de déguiser ses sentiments, de les étouffer même puisque aucune circonstance ne le contraignait plus à Nimène et qui ne se ferait jamais à présent. Les dispositions remplies, la jalouse comtesse, se voyant délivrée des entraves qui s'opposaient à ses sentiments effrénés pour l'amant de sa fille, ne s'occupa plus des moyens de refroidir le jeune châtelain pour Amélie et de l'enflammer pour elle. Ses premières démarches furent de s'emparer de toutes les lettres que Montrevel pouvait écrire à l'armée de Charles et de le retenir chez elle en irritant son amour, en lui laissant une sorte d'espoir éloigné qui traversait sans cesse le captiva tout en le désolant, de profiter ensuite de l'état où elle allait mettre son âme pour le disposer un peu en sa faveur, imaginant en femme habile que le dépit lui rapporterait ce qu'elle ne pourrait obtenir de l'amour. Alors, une fois sûre qu'aucune lettre ne sortirait du château sans lui être apportée, la comtesse répandit de faux bruits. Elle dit à tout le monde, et même sourdement au châtelain de Montrevel, que Charles, téméraire, lui apprenant la mort de son époux, lui enjoignait de marier sa fille au seigneur de Salins, auquel il ordonnait de venir conclure cet hymen à Sancerre. Et elle ajouta, avec l'air du secret en s'adressant à Montrevel, que cet événement ne fâcherait sûrement pas Amélie, qui depuis 5 ans soupirait pour Salins. Ayant ainsi porté le poignard dans le cœur de Montrevel, elle fit venir sa fille. Il lui dit que tout ce qu'elle faisait n'était qu'à son dessein de détacher le châtelain d'elle. Elle lui recommandait d'étayer ce projet en ne voulant point absolument de cette alliance. Et qu'il valait mieux se la poser prendre un prétexte comme celui dont elle se servait qu'une rupture sans fondement, mais que sa chère fille ne serait plus que malheureuse, parce qu'elle lui promettait qu'au moyen de ce léger sacrifice, elle le laisserait libre de tout autre choix qu'il lui plairait de faire. Amélie voulut contenir ses pleurs à ses ordres cruels, mais la nature, plus forte que la prudence, la fit tomber aux genoux de la comtesse. Elle la conjura par tout ce qu'elle avait de plus cher de ne point la séparer de Montrevel, de remplir les intentions d'un père qu'elle avait adoré et qu'on lui faisait pleurer bien amèrement. Cette intéressante fille ne répandait pas une larme qui ne retombât sur le cœur de sa mère. « Et quoi ?» dit la comtesse en essayant de se vaincre afin de mieux connaître les sentiments de la fille. « Cette malheureuse passion vous domine-t-elle donc au point que vous ne puissiez faire le sacrifice? Et si votre amant eût éprouvé le sort de votre père, s'il vous eût fallu pleurer comme lui? »« Oh, madame, répondit Amélie, ne m'offrez pas une aussi désolante idée. Si Montrevel eût péri, je l'aurais suivi de bien près. Ne doutez pas que mon père ne me soit aussi cher sans doute, et mes regrets de l'avoir perdu eussent été éternels sans l'espérance de voir un jour mes larmes essuyées dans la main de l'époux et qu'il me destinait, et c'est pour cet époux seul que je me suis conservée. Et c'est à cause de lui seul que je surmontais le désespoir où m'a plongée la nouvelle affreuse et que nous venons d'apprendre. Voulez-vous donc à la fois
mon cœur partant de traits aussi cruels? Eh bien, dit la comtesse, qui sentit que la violence ne ferait qu'irriter en elle son sacrifice, l'obligeait à ménager, feignez toujours ce que je vous propose, puisque vous ne pouvez pas vaincre, et dites à Montrevel que vous aimez Salin. Ce sera un moyen de savoir si réellement il vous est attaché. La véritable façon de connaître un amant est de l'inquiéter par la jalousie. Si Montrevel se dépite, s'il vous abandonne, ne serez-vous pas bien aise d'avoir reconnu que vous n'étiez qu'une dupe en l'aimant? Mais si sa passion n'en devient que plus vive, alors peut-être vous céderai-je. Ne connaissez-vous pas tous vos droits sur mon âme? Et la tendre Amélie, consolée par ces dernières paroles, ne cessait de baiser les mains de celle qui la trahissait, de celle qui, dans le fond, la regardait comme la plus mortelle ennemie, de celle enfin qui, pendant qu'elle faisait couler le baume au fond du cœur alarmé de sa fille, ne nourrissait dans le sien que des sentiments de haine et d'affreux projets de vengeance. Cependant, Amélie s'engage à ce qu'on exige. Non seulement elle promet de feindre d'aimer Salin, mais elle assure même qu'elle se servirait de ce moyen pour mettre le cœur de Montrevel aux dernières épreuves, sous la seule condition que sa mère voudra bien ne pas porter les choses trop loin et les arrêter aussitôt qu'elles auront convaincu de la constance et de l'amour du châtelain. Madame de Sancerre promet tout ce qu'on veut, et peu de jours après, elle dit à Montrevel qu'il lui paraît singulier que, ne pouvant plus raisonnablement former aucun espoir d'appartenir à sa fille, il veuille si longtemps s'enterrer en Bourgogne, pendant que toute la province sous les drapeaux de Charles, et disant cela, elle lui laisse adroitement lire les dernières lignes de la lettre du duc qui contenait, comme nous l'avons lu: « Vous me renverrez Montrevel, ne pouvant dans l'état où sont mes affaires me passer plus longtemps d'un tel brave. » Mais la perfide comtesse se garda bien de lui en laisser voir davantage. « Et quoi, madame, dit le châtelain au désespoir, il est donc vrai que vous me sacrifiez? Il est donc assuré qu'il faut que je renonce à ces projets délicieux qui faisaient tout le charme de ma vie? En vérité, Montrevel, leur exécution n'en eût jamais fait que le malheur. Est-ce, quand on vous ressemble, qu'il faut aimer une infidèle? Et si jamais Amélie vous laissa de l'espoir, elle vous trompa sans doute. Son amour pour Salin n'est que trop réel. Hélas, madame, reprit ce jeune héros, en laissant échapper quelques larmes, je n'ai pas dû croire être aimé d'Amélie, j'en conviens. Mais pouvais-je penser qu'elle en aimât un autre? En passant avec rapidité de la douleur au désespoir. Non, reprit-il furieux, non, qu'elle n'imagine pas abuser de ma crédulité. Il est au-dessus de mes forces de pouvoir endurer de tels outrages. Et puisque je lui dépilai, puisque je n'ai plus rien à craindre, pourquoi mettrais-je des bornes à ma vengeance? J'irai trouver Salin. J'irai chercher jusqu'au bout de la terre ce rival qui m'outrage et que je déteste. Sa vie me répond de ses insultes ou je perdrai la mienne sous ses coups. Mais non, Montrevel, s'écria la comtesse, non, la prudence ne me le permet pas de souffrir de telles choses. Revolez bien plutôt vers Charles, si vous osez concevoir ses projets, car j'attends Salin sous peu, en quelques jours, et je dois m'opposer à ce que vous vous rencontriez chez moi. À moins pourtant, continua la comtesse, avec un peu de contrainte, que vous ne cessiez de devenir dangereux pour lui. Par victoire, centaines que vous remporteriez sur vos sentiments. Oh, Montrevel, si votre choix était tombé sur un autre objet en vous jugeant plus à craindre dans mon château, je serais la première à vous presser d'y faire un plus long séjour. Et en reprenant aussitôt, en lançant des regards enflammés sur le châtelain. Et quoi? N'est-il donc qu'Amélie, dans ces lieux,
qui puisse prétendre au bonheur de vous plaire? Comme vous connaissez peu les cœurs qui vous entourent, si vous ne supposez que le sien capable d'avoir senti ce que vous valez, pouvez-vous donc supposer un sentiment bien plus solide dans l'âme d'une enfant? Sait-on ce qu'on pense? Sait-on ce qu'on aime à son âge? Croyez-moi, mon Revel, il faut un peu d'expérience pour savoir bien aimer. Une séduction est-elle une conquête? Triomphe-t-on de ce qui ne sait pas se défendre? Ah, la victoire n'est-elle pas plus fâteuse quand l'objet attaqué, connaissant toutes les ruses qui peuvent le soustraire à vous, n'oppose pourtant à vos traits que son cœur et ne combat plus qu'en cédant? Oh, madame, interrompit le châtelain qui ne voyait que trop où la comtesse voulait en venir. J'ignore les qualités qu'il faut être capable de bien aimer, mais ce que je sais parfaitement, c'est qu'Amélie seule a toutes celles qui doivent me la faire adorer et que je chérirai jamais. En ce cas, je vous plains, repartit Madame Sancerre avec aigreur, car non seulement elle ne vous aime pas, mais dans la certitude de cette situation inébranlable de votre âme, je me vois obligée de vous séparer pour jamais. Et elle quitta brusquement le châtelain en prononçant ces dernières paroles. Il serait difficile de peindre l'état de mon Revel, tour à tour dévoré par la douleur, en proie à l'inquiétude et à la jalousie, à la vengeance, qui ne sait plus l'ardeur tant il était impérieusement déchiré par tous. Il vole aux pieds d'Amélie. Oh, vous que je n'ai jamais cessé d'adorer un instant, s'écrie-t-il en fondant en larmes. Dois-je le croire? Vous me trahissez. Un autre va vous rendre heureuse, un autre va m'enlever à le seul bien pour lequel j'aurais cédé l'empire de la terre et s'il m'eût appartenu. Amélie, Amélie, est-il vrai? Vous êtes infidèle et c'est bien Salin qui va vous posséder? Je suis fâchée qu'on vous l'ait dit, mon Revel, répondit Amélie, résolue d'obéir à sa mère, et pour ne pas l'aigrir et pour connaître si elle réellement le châtelain l'aimait avec sincérité. Mais si ce fatal secret se découvre aujourd'hui, je ne mérite pas du moins vos reproches amers. Ne vous y ayant jamais donné d'espoir, comment pouvais-je m'accuser de vous trahir? Il n'est que trop vrai et cruel, je l'avoue, mais jamais je ne pus faire passer dans votre âme la plus légère étincelle du feu qui dévorait la mienne, et celle de l'avoir un instant jugée d'après mon cœur, et j'ai osé et vous soupçonner d'un tort qui n'est jamais à la suite de l'amour. Vous n'en eûtes jamais pour moi. Amélie, de quoi me plains-je effectivement? Eh bien, vous ne me trahissez pas, vous ne me sacrifiez point, mais vous méprisez mon amour. Vous me rendez le plus malheureux des hommes. En vérité, mon Revel, je ne conçois pas comment, dans l'incertitude, on peut faire les frais de tant de flammes. Et quoi? Ne devions-nous pas être unis? Mais on le voulait. Mais était-ce une trahison que je le désirasse? Nos cœurs répondent-ils nos attentions de nos parents? Mais qu'aurais-je donc fait de votre malheur? Au moins de la conclusion que je vous aurais laissé lire dans mon âme et que vous ne m'auriez pas contrainte. Oh ciel, voilà donc mon arrêt. Il faut que je vous quitte, il faut que je m'éloigne. Et c'est vous qui déchirez à plaisir le cœur de celui qui voulait vous adorer sans cesse. Eh bien, je vous fuirai, perfide. J'irai chercher avec mon prince les moyens prompts de vous fuir encore mieux. Et désespérée de vous avoir perdu, j'irai mourir à ses côtés, dans les champs de la gloire. Et mon Revel sortit à ces mots. Et la triste Amélie, qui s'était fait une violence extrême
pour ne pas se soumettre aux intentions de sa mère, et n'ayant plus rien à... Elle la contraignit, elle fondit en larmes dès qu'elle se retrouva seule. « Oh toi que j'adore, que dois-tu penser d'Amélie ?» s'écria-t-elle. « De quels sentiments remplaces-tu maintenant dans ton cœur tous ceux dont tu payais ma flamme? Que de reproches tu me fais sans doute, et combien je les mérite. Je ne t'avouai jamais mon amour, c'est vrai. Mais mes yeux t'en instruisaient assez. Et si j'en retardais l'aveu par l'imprudence, et si j'en mettais par moi mon bonheur à le laisser éclater un jour? Oh, mon Revel, quel supplice est celui d'une amante qui n'ose avouer ses aveux à celui qui est le plus digne de les allumer, et que l'on oblige à feindre, à remplacer par l'indifférence des sentiments que l'un dévorait. La comtesse alors surprit Amélie dans cette situation accablante. « Mais j'ai fait ce que vous avez voulu, madame, lui dit-elle. Le châtelain est dans la douleur, mais qu'exigez-vous de plus ?»« Je veux que cette feinte continue, reprit madame de Sancerre. Je veux voir jusqu'à quel point mon Revel vous est attaché. Écoutez-moi, ma fille. Le châtelain ne connaît pas son rival. Clotilde, celle de mes femmes qui m'est la plus chère, a un jeune parent de l'âge et de la taille de Salin. Je vais l'introduire dans le château. Il passera pour lui, et nous avons l'air de vous faire aimer depuis 6 ans. Mais il ne sera que mystérieusement ici. On ne le verrait qu'en secret ou comme à son insu. Et mon Revel n'aura que des soupçons que j'aurai soin de nourrir, et nous jugerons alors des effets de son amour au désespoir. Eh bien, madame, à quoi bon toutes ces feintes, répondit Amélie. Ne doutez point de ces sentiments de mon Revel. Il vient de m'en donner les assurances les plus fortes, et je les reçois de toute mon âme. Faut-il lui avouer, reprit la méchante femme, en suivant toujours son indigne plan, on m'écrit à l'armée de mon Revel et loin des vertus d'un brave, digne chevalier. Je vous le dis avec douleur, mais on accuse son courage. Le duc s'y trompe, je le sais, mais les faits sont constants. On le vit fuir à Montlhéry. Lui, madame, s'écria mademoiselle de Sancerre, lui, capable d'une telle faiblesse? Ne l'imaginez pas, on vous trompe. C'est de lui que Brézé reçut la mort. Lui, fuir. Je ne l'aurais jamais vu, non. Je ne le croirais pas. Non, madame, non, il n'était pas parti d'ici pour se rendre à cette bataille. On lui avait permis de baiser ma main, cette même main qui orna son casque d'un nœud de ruban. Il me dit qu'il serait invincible. Il avait mes traits dans son cœur. Il est incapable de les avoir souillés. Non, il ne l'a pas fait. Je sais, dit la comtesse, que les premiers bruits furent à son avantage. On vous laissa ignorer les seconds. Jamais le sénéchal ne mourut de sa main, et jamais plus de 20 guerriers ont voulu fuir mon Revel. Qu'on vous importe, Amélie, cette preuve de plus, elle ne sera jamais sanguinaire, et l'arrêter à temps si mon Revel est un lâche. Voudriez-vous lui donner votre main? Songez-vous d'ailleurs que dans une chose où ma seule complaisance agit, je suis en droit de vous imposer des conditions. Le duc s'oppose à ce que mon Revel devienne aujourd'hui votre époux, et il la redemande. Et si malgré tout cela, il veut bien céder à vos désirs, au moins devez-vous accorder quelque chose au mien. En achevant ces mots, la comtesse sortit et laissa sa fille dans la nouvelle perplexité. Et c'est la fin de cette émission. On aura le plaisir de se retrouver lors d'une prochaine émission. D'ici là, n'oubliez pas de rester branchés et garder le contact avec nous. Voyage au bout de la nuit, la page officielle de votre émission.
et ma page officielle, Marie-Lise d'Octobre, où vous êtes toutes et tous les bienvenus. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout de suite sur les réseaux sociaux et à très bientôt pour une prochaine émission.